Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Quelle sorte de rentrée parlementaire aurons-nous au fédéral? Quels seront les grands dossiers prioritaires? On sait que les deux grands partis d'opposition n'ont même pas de chef élu officiellement encore. Alors, pour nous parler de tout ça, je reçois la députée du NPD dans Abitibi-Témiscamingue, Mme Christine Moore. Madame Moore, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation-là, Mme Moore. C'est très gentil à vous. Je parlais en entrée. Quelle sorte de rentrée parlementaire? Et puis, si je vous demandais aussi, quels seront les grands enjeux à débattre? Parce que, aussi, comme je le disais dans mon intro, le NPD n'a pas de chef élu officiellement. Le Parti conservateur n'a pas de chef élu, mais ça, on va revenir sur ça un petit peu plus tard durant l'émission. Mais moi, si je vous demandais, d'entrée de jeu, quelle sorte de rentrée parlementaire aurons-nous de la part du fédéral qui s'en vient même très prochainement? Bien, moi, je crois que ça va être vraiment une rentrée où est-ce que M. Trudeau va devoir livrer des plans concrets. La première année de mandat, on a fait beaucoup de consultations, on a travaillé, on avait quelquefois l'impression justement qu'on faisait des consultations parce qu'on savait pas trop comment faire les choses concrètement, qu'on n'avait pas de plan. Donc, on allait beaucoup vers le mode consultation, mais maintenant, les gens veulent avoir des plans, veulent le concret. Donc, c'est à ça je pense qu'on doit s'attendre. Il y a aussi que le délai, si on peut dire, au niveau du temps, se rapproche pour certaines promesses électorales. Quand on parle de la réforme démocratique, s'il n'y a pas quelque chose qui est déposé de concret rapidement, si c'est pas étudié, voté, on va manquer de temps pour l'appliquer en vue de la prochaine campagne électorale. Et M. Trudeau avait dit que cette élection-ci, la dernière qui vient de se passer, était la dernière qui allait se passer avec ce mode de scrutin-là. Donc, il faut commencer pour M. Trudeau à livrer la marchandise. Donc, il y a quand même plusieurs enjeux où est-ce que là, il va falloir avoir le plan précis, puis il va falloir avoir les détails et pas juste une idée générale de ce qu'on veut faire et pas juste rassurer en disant qu'on va bien le faire. Changer le mode de scrutin, Mme Moore, c'est quand même... c'est à longue haleine, si on peut appeler ça, parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Là, on parle d'un pays, on parle du Canada. On parle d'un océan à l'autre, de Vancouver à Halifax. Bon. Changer ce mode de scrutin-là, moi, si je vous demandais, parce que vous êtes là en chambre, comment on va procéder? D'abord, c'est vrai qu'il faut le faire. M. Trudeau l'a promis avant la prochaine élection que le mode de scrutin serait changé. Mais comment on va faire pour changer ce mode de... Est-ce que ce sera un comité? Parce qu'on nomme des comités à tour de bras, à gauche, à droite. Mais est-ce que ce sera un comité qui va s'asseoir, qui va étudier un nouveau mode de scrutin? Est-ce que la population va être consultée? C'est sûr que les députés vont être consultés, ça c'est certain. Mais comment on va fonctionner? Dans le fond, il y a déjà un travail qui a été fait, puis je vais revenir un peu justement avec la problématique. On a eu un comité spécial sur la réforme électorale qui a siégé tout l'été pour étudier ça, qui recevait des témoins. Qui a siégé tout l'été. Tout l'été, là, oui, OK. Et le gouvernement aussi a mené des consultations avec la population, donc il continue, il en reste un petit peu à faire. Après ça, théoriquement, la ministre est supposée déposer un éventuel projet de loi ou quelque chose de plus précis. Le problème dans tout ça, c'est que lorsqu'on fait des sondages, on se rend compte qu'à peu près personne au niveau de la population est au courant que ces consultations-là ont eu lieu, que très peu de personnes sont au courant justement du travail qui est en train de se faire. Lorsqu'on parle des consultations avec la ministre, on est dans le vague, on ne va pas très concrètement quel système vous aimez, quel système vous aimez pas, quels sont les avantages d'un système versus l'autre. On ne va pas dans le concret, on dit quelles sont les valeurs importantes pour vous par rapport au système démocratique. Donc, on n'a pas une façon de consulter qui nous amène vers une réponse claire et précise ou qui nous amène vers une direction claire et précise. Donc, les députés,
de l'opposition qui siégeait sur ce comité-là commencent à avoir des doutes à savoir si on va vraiment aboutir à quelque chose de concret ou est-ce qu'on va rester dans le vague ou... Parce que habituellement, ce serait, entre parenthèses, avantager le gouvernement en fonction. Habituellement, je dis. Est-ce que c'est là que l'opposition aura un rôle très fort à jouer? Parce qu'il ne faut pas que le gouvernement en place, avec un nouveau mode de scrutin, avantage trop son gouvernement. Il faut que ce soit quand même paritaire. C'est pour ça que le gouvernement penche pour un système préférentiel, parce qu'avec un système préférentiel, il y aurait eu plus, je pense, 30 députés de plus que ce qu'ils ont eu. Exactement, oui. Selon les estimations. Donc, c'est ça, il faut vraiment mettre un système en place qui va avantager la population, qui va avantager concrètement les gens puis les politiques, et non un système qui va avantager le parti en place. Et plusieurs personnes expriment des positions, comme de plus en plus de personnes disent qui aiment les gouvernements minoritaires et qu'ils trouvent que ça les force à travailler un peu plus en collaboration à place d'avancer, si on peut dire des fois, directement droit dans le mur avec leurs idées. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour ça, mais je pense que si on veut vraiment avancer, il ne faut pas avoir peur de poser des questions précises aux gens. Et ici, on ne semble pas prêt à vouloir le faire. On ne semble pas prêt à faire regarder. Ceci est un système préférentiel. Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous aimez pas? Parce que avant de mettre en fonction ce nouveau mode de scrutin qui doit être débattu en Chambre, c'est certain, ça va être un projet de loi, parce que ça va être une loi officielle, je présume. Avant de tout faire ça, est-ce qu'on a assez de temps avant la prochaine élection fédérale? Bien, c'est justement, le directeur général des élections avait fait une sortie puis disait que ça commençait à être serré. Donc, c'est sûr que, puis bon, à partir du moment qu'on sait exactement ce qu'on voudrait demander à la population, il y a la question à savoir aussi si on tient un référendum ou non. Moi, je pense que avant de se pencher sur l'idée du référendum, il faut savoir premièrement ce qu'on va leur poser comme question. Alors là, vous êtes après me dire que il pourrait avoir un référendum au niveau national sur un nouveau mode de scrutin. Effectivement, les conservateurs poussent beaucoup pour le référendum et jugent que c'est essentiel qu'il y ait un référendum si on vient qu'à changer le mode de scrutin. Moi, pour ma part, je crois que le référendum a montré que ça pouvait être que c'est un bon outil de consultation. Maintenant, il y a toujours la question du taux de participation, mais il reste qu'avant de faire un référendum, il faut avoir une question précise. Oui, il faut avoir une question précise, mais si on fait un référendum, on parle certainement pas avant un an et demi, là. Même on peut aller jusqu'à 2 ans. Ça veut dire que parce qu'un référendum est une élection, en fin de compte. On peut aller jusque-là. Fait que ça veut dire que là, on va s'enligner, si je dis l'expression, mais on s'enlignerait sur 2 élections presque coup sur coup. Un référendum, après ça, une élection, parce que là, on va arriver quand même. Mais jusqu'à maintenant, le gouvernement Trudeau n'est pas vraiment en faveur du référendum, donc on ne sait pas où est-ce que ça va aller tout ça, mais c'est une possibilité qui est sur la table et qui pourrait arriver. Et c'est justement ce que je disais avec le directeur des élections, nous précisait que si on décide de tenir un référendum, c'est peu probable qu'on soit capable d'appliquer le nouveau système électoral pour la prochaine élection, parce qu'il va manquer de temps pour la préparation de la nouvelle élection en fonction du nouveau système, surtout si ça implique des changements majeurs au niveau, par exemple, des circonscriptions du mode de fonctionnement, parce qu'il faut aussi qu'on explique à la population. D'autres comtés, on n'en enlèvera sûrement pas. Je serais très, très, très Oui, bien si on va avec une proportionnelle mixte, ça dépend vraiment de quel système. Donc, il y a de l'ouvrage à faire dans ça. On ne fait pas ça du jour au lendemain. Non, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est une question extrêmement complexe qui prend du temps. Donc, on n'a pas le temps, si on peut dire, de rester dans le flou, selon moi. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions précises aux gens, leur demander ça, est-ce que vous aimez ça ou non? Passer au travers les systèmes. Et là,
consultations du gouvernement sont très vagues. On est vraiment dans quelles sont les valeurs importantes pour vous, à la place d'aller directement, voici le système préférentiel, voici la proportionnelle mixte, le système uninominal à un tour, un système à 2 tours, et qu'est-ce que vous aimez? Quels sont les avantages? Là, on ne va pas du tout là-dedans. Donc, c'est très difficile de dire quel système est le meilleur pour nous si on ne pose pas des questions précises aux gens. Parce qu'en entrée, vous m'avez dit que, bon, là, il est temps que M. Trudeau, bon, on ouvre la session, puis là, parce que M. Trudeau, il faut le dire, là, a fait promesse par-dessus promesse par-dessus promesse en campagne électorale. M. Trudeau est parti que... Et vous en êtes consciente aussi parce que vous étiez en chambre. Il a dit on va aller à un déficit autour qui va avoisiner les 10 milliards environ, entre 8 et 10 milliards. On pourrait aller jusqu'à 30, là, au moment où l'on se parle, 28, 29 milliards. Entre 8 et 9 et 28, 29, là, il y a une mer entre les deux. Là. Alors, il va falloir que M. Trudeau, même s'il est bien en selle, qu'on dit, mais il va falloir, pareil, qu'il fasse face à la réalité. Oui, mais c'est ça. Là, c'était la première année de son gouvernement. C'est correct, mais de plus en plus, on va s'attendre à des plans précis, on va s'attendre aux détails. Il est resté très vague durant la campagne. Oui, il a fait des promesses, mais on n'a jamais su comment. Là, on va commencer à poser les petits détails, à vouloir le savoir, que ce soit, par exemple, juste la promesse sur la légalisation de la marijuana. Là, on veut... C'est un autre gros dossier. Ça. Oui, puis ça, on s'attend, je pense que la ministre avait annoncé le projet de loi au printemps 2017. Oui, 2017. Donc là, on ne peut pas juste dire on légalise, mais on ne sait pas où on va le vendre, on ne sait pas comment ça va marcher. Là, il y avait beaucoup de ventes. Êtes-vous pour ça, vous? Moi, je crois qu'il y a des désavantages pour la santé, mais je ne crois pas que l'approche actuelle est l'approche qui fonctionne. Je ne crois pas que des gens qui consomment devraient se retrouver en prison. Moi, je crois qu'on doit beaucoup plus avoir une approche un peu, si on peut dire, une vision au niveau de la santé. On doit voir ça pas comme un problème de criminalité, mais comme un problème de santé. Autrement dit, bon, quelqu'un qui consomme vraiment occasionnellement, c'est correct, mais quand on est rendu à consommer tous les jours, il y a une problématique de santé en arrière de ça. Il ne faut pas trop banaliser. Donc, il faut avoir un plan précis, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait et il faut aussi se garder une certaine marge de manœuvre pour être capable de se retourner de côté si jamais on se rend compte que c'était pas la bonne façon de faire. Et surtout, qui va avoir l'autorisation de vendre ça? Parce qu'aujourd'hui, on vend ça sur un marché noir aujourd'hui. Oui. Mais là, ça va être ouvert au grand public. Alors, est-ce que ça va être les pharmacies? On ne le sait pas, là. Encore non, là, c'est ça. Il y a beaucoup de détails qui restent à savoir. Puis, comme présentement, ce qu'on a su, c'est que les gens ne pourraient pas en cultiver eux-mêmes. Et la majorité des gens qui poussaient vers la légalisation, c'était aussi pour être capable de cultiver eux-mêmes ce qu'ils utilisaient pour leur consommation personnelle. Donc là, si on ne leur permet pas de le faire, on ne résout pas un problème qu'il y avait au départ parce qu'il y a beaucoup de ces personnes-là qui luttent pour la légalisation. C'est pour aussi être capable de cultiver eux-mêmes ce qu'ils consomment à leur propre fin. Donc, il y a une problématique et si c'est simplement vendu à des fins commerciales puis on ne permet pas aux gens de le faire cultiver eux-mêmes, bien, on crée des gros lobbies qui, si on a besoin de changer nos lois par la suite parce qu'on se rend compte que l'expérience n'a pas été si positive que ça, on va avoir beaucoup de difficultés parce qu'entre-temps, il va y avoir des lobbies. On fait une nouvelle loi et il va falloir entrer à l'intérieur de cette nouvelle loi-là si on a fait des erreurs pour venir corriger les erreurs en question. C'est beaucoup plus difficile un coup que la loi est en vigueur, là, d'aller fouiller dedans, comme on dit. Oui, puis on peut encourir des risques d'être poursuivi en justice à cause des pertes financières des entreprises, des lobbies qui se créent versus ça. Donc, à chaque fois qu'on légalise quelque chose versus juste le décriminaliser, bien, on permet qu'il y ait des lobbies. Tu sais, il y a plusieurs personnes qui demandent pourquoi on fait pas comme avec les lois anti-tabac, on fait pas juste comme complètement abolir le tabac, mais c'est une des raisons pour lesquelles on a de la difficulté, c'est que les lobbies du tabac restent quand même très forts. Madame Moore, un sondage qui est sorti
Là, l'émission passe le 21 septembre, un sondage qui est sorti au début septembre. On disait que on dit que M. Trudeau est bien en selle. Les sondages le porteraient au pouvoir encore aujourd'hui à quelque chose comme 53 à 55 % environ. Les autres partis végètent entre 10 et 15 % environ. Comment vous allez faire, ou comment M. Trudeau va-t-il leader en Chambre avec deux oppositions faibles, deux oppositions qui n'ont même pas de chef officiel élu, une opposition, entre autres, qu'on a dit au chef à 50 quelques pourcents, 53 % je pense, votant, bonjour, merci, on n'a plus besoin de toi, on va le chercher, est-ce que tu pourrais rester pour au moins 2 ans encore? Oui, je vais rester pour aider les troupes, etc. Le Parti conservateur, qui n'a pas de chef officiel non plus, Mme May, je pars pas, je reviens pas, je ne sais pas. C'est un peu tout le brouhaha là, des partis d'opposition. M. Trudeau est vraiment en selle, lui. Il va être dur à contrôler. Ben non, parce qu'on a quand même des parlementaires solides qui assument les fonctions, en tout cas du moins pour le Parti conservateur puis pour nous. Donc, il y a quand même des parlementaires solides qui sont là. Oui. Je pense que, c'est sûr que j'ai pas du tout je suis vraiment pas conservatrice, mais il reste que Mme Ambrose a quand même surpris. Il y a plusieurs qui s'attendaient pas. Bon travail, oui. Il y a plusieurs qui s'attendaient pas à une performance comme ça. Puis d'ailleurs, il y a des gens qui ont même voulu essayer de modifier le règlement, la convention pour lui permettre de participer à la course au leadership, chose qu'elle a dit qu'elle n'était pas intéressée. Puis M. Harper, lui, il ne sera plus là du tout. Là. Il vient de partir, là, lui. Là. Il vient de dire, moi, je m'en vais. Là. Je ne siège même plus comme député, je quitte. Fait que il n'y aura pas ombrage de M. Harper qui va être là. Oui, mais malgré qu'il n'était pas très présent, là, moi, j'ai compris, il venait simplement pour les votes, il n'a pas posé aucune question, il n'a pas fait aucun discours en Chambre. Donc, dans le fond... Il a été effacé. Oui, ben, je pense qu'il voulait aussi que la transition se fasse et que Mme Ambrose puisse prendre sa place. S'il aurait été trop présent, ben, c'est sûr qu'elle n'aurait pas pu peut-être autant le faire. Donc... Mais il faut dire aussi, Mme Moore, que M. Trudeau est vraiment bien en selle. Là, s'il veut vraiment bien diriger le pays, il a tout dans les mains pour bien diriger, s'il veut. Oui. Mais c'est justement, on est dans l'année où est-ce que là, il faut qu'il prouve qu'est-ce qu'il y en est. Parce que là, la lune de miel est encore là, pour de suite. Elle va-tu encore être là en 2017? On s'en reparlera en temps et lieu, mais seulement que là... Parce que moi, je reviens toujours et je dis, et je me souviens également très bien, lorsque M. Obama a été nommé président des États-Unis. Il avait les cheveux noirs, puis il y avait un taux de popularité à l'extrême, un peu ce que M. Trudeau a aujourd'hui. Et regardez M. Obama aujourd'hui, et on est à prédire tranquillement qu'il a été peut-être pas le pire président, mais un des pires présidents des États-Unis. Je ne dis pas ça que M. Trudeau va être un des pires premiers ministres du Canada, non. Mais si on peut faire un parallèle quand les deux sont arrivés au pouvoir. Alors là, moi... Mais présentement, il est très populaire aussi, pas tant sur ses politiques. C'est une des problématiques. Il est très populaire sur ce qu'il dégage, sur l'image. Donc, c'est très superficiel, sa popularité. Et sa popularité n'est pas basée sur des politiques, sur je suis d'accord avec ses vous, façons de penser. Donc, quand on ne l'admire pas pour tout de suite, on ne l'admire pas pour ce qu'il a fait en politique. Exactement, ou même ce qu'il a dit, ou, ou ce qu'il peut avoir écrit. Donc, sa popularité est vraiment liée à une image quand même, somme toute, un peu superficielle. Donc, il peut bien faire et continuer à bien aller, mais ça peut aussi jouer des tours parce que quand on est très populaire en fonction de nos politiques, de nos idées politiques, ben ça reste que malgré tout, on va réussir à garder, si on peut dire, donc, c'est nos supporters parce qu'on n'a pas basé notre popularité sur notre image. Donc, la lune de miel, elle est là encore, malgré que là, ça va faire 1 an bientôt. Là, c'est fini. Là, on rentre dans les rangs,
On siège au Parlement. M. Trudeau, c'est vous qui êtes le premier ministre. La récréation est terminée. Maintenant, on s'attaque aux choses sérieuses. Je ne dis pas qu'il ne s'est pas attaqué aux choses sérieuses antérieurement, non. Mais là, il y a d'énormes dossiers. Oui. Bien, c'est qu'il va falloir qu'il aille dans les détails. Il ne pourra plus se contenter de rester en surface. Il va vraiment falloir qu'il aille dans les détails pour prouver que ses plans, c'est vraiment ce qui fonctionne. Et jusqu'à maintenant, il ne l'a jamais fait. Une question, Mme Moore, parce que puis on va terminer avec l'affaire de M. Mulcair, le chef par intérim, mais juste une question de même. Vous étiez à Edmonton lors du congrès? Oui. OK, bon. Je sais que M. Mulcair était votre homme. Ça, je pense que vous l'avez dit, ou en tout cas, on le sentait. C'est un excellent politicien. OK. Et vous êtes une bonne politicienne parce que vous ne m'avez pas répondu. Mais seulement que je sais qu'il était votre homme. Puis, de se faire montrer la porte à 53 52-53 et de lui demander par après de rester jusqu'à la course à la chefferie en 2017. Comment vous avez interprété ça? Bien, c'est pas, c'est pas le parti, si on peut dire, qui lui a demandé ou ça s'est pas décidé selon la convention. Oui, c'est ça. C'est pendant, tu sais, on a eu le résultat à la fin de la convention. Thomas l'a su. Là, ce qu'il nous a dit, c'est regardez, je vais rester le temps qu'on choisisse le nouveau chef. Peut-être qu'il ne pensait pas que ça serait si long que ça. Mais c'est ça, à ce moment-là, on n'en avait aucune idée de combien de temps ça allait durer. On s'attendait peut-être à une course au leadership beaucoup plus rapide. Mais comme, par la suite, on a su que ça allait être plus long, Thomas s'est assuré qu'on établissait, si on peut dire, une autre dynamique de fonctionnement à l'intérieur du caucus pour s'assurer de prendre, si on peut dire, les décisions en groupe et non pas, c'est plus... on a une façon différente de fonctionner justement pour que, comme Thomas et comme on lui a demandé de... Mais vous étiez sur le plancher là, à ce moment-là. Peut-être qu'on s'attendait à l'inverse, qu'il soit élu encore chef de parti à 53-54 C'est un peu ce qu'on pensait. Et non pas l'inverse. Vous étiez sur le plancher quand la décision a été rendue. Ça vous a surpris? Oui et non, parce que, tu sais, je savais que, tu sais, il y avait certaines personnes... Oui, l'Ouest n'était pas pour lui. C'est pas nécessairement l'Ouest, mais peut-être certains groupes politiques, tu sais, ceux qui sont beaucoup plus pro-environnement, qui trouvaient qu'on s'était un peu éloigné, si on peut dire, de certaines prises de position. Donc, je savais qu'il y avait quand même une certaine grogne. Il y a aussi, tu sais, bien que, tu sais, il y a plusieurs anciens députés qui ont perdu leur siège suite à l'élection. Donc, c'est sûr que il y avait des gens qui étaient moins heureux de la situation. Il reste aussi qu'au départ, tu sais, Thomas a passé, je pense, au 5e tour de leadership. Donc, tu sais, il y a des gens qui peut-être l'aimaient moins aussi, tu sais, quand il est devenu chef, donc qui ont peut-être profité de la situation post-électorale. Les gens ne lui ont pas pardonné non plus les quelques gaffes qu'il a faites durant la campagne électorale, parce qu'il ne faut pas s'en cacher. Lorsque la campagne électorale a été déclenchée, vous étiez au bord, sinon vous étiez le parti qui était censé diriger le pays. À peu près, parce que vous étiez à 40, on savait juste pas si c'était majoritaire voilà, ou exactement, parce que minoritaire. vous étiez à 40 quelques pourcents environ. Mais je ne vais pas revenir trop longtemps là-dessus si c'est du passé, sauf que M. Mulcair a fait 2 ou 3 gaffes. Il y avait un discours dans l'Ouest, un discours dans l'Est, Thomas à une place, Thomas à l'autre. Ça, là, je pense que c'est un peu ce que les délégués ont eu de la misère. Ils ne lui ont pas pardonné, j'ai l'impression. Oui, bien, il a été tenu responsable aussi de plusieurs problèmes qu'il y a eu pendant la campagne qui sont pas nécessairement de sa faute, mais beaucoup plus au niveau organisationnel. Il y a eu des problèmes au niveau de la campagne, au niveau organisationnel. Mal conseillé? Oui, quelquefois, tu sais, les idées n'étaient pas nécessairement mauvaises, c'est comment on les exprime qui, Comment quelquefois... comment on veut les mettre en fonction?
comment on les met en fonction, comment on les explique aussi. Des fois, quand on a une explication qui est trop rationnelle sur une question qui devient émotive, ça devient difficile. Donc, peut-être aussi au niveau des communications qui aurait pu avoir un meilleur travail, mais... Le parti NPD a une grosse remontée à faire. Mais c'est possible. Regardez, les libéraux étaient à peu près dans la position où on était avant. Et voilà. Parce donc, que Stéphane Dion, on lui a montré la porte carrément. On ne voulait plus rien savoir de lui. Il y en avait d'autres à l'intérieur du parti. M. Ignatieff, mon Dieu Seigneur, lui, il a coulé le parti. Excusez, là, mais il a vraiment coulé le Parti libéral. Puis, regardez M. Trudeau aujourd'hui. Oui. Fait ce qu'on a vu avec la dernière élection fédérale, puis l'autre qui a précédé en 2011, c'est que les choses peuvent changer et que ça devient de plus en plus difficile d'être capable de prévoir les résultats d'une élection fédérale parce que il y a peut-être plus d'attachement aussi profond envers les partis politiques de la part de la population. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Puis il reste aussi que les élections, bien que au national, bon, il reste que ça se passe comté par comté. Oui, exactement. Oui. Donc, il y a aussi la réputation et des députés individuellement qui a un certain effet, puis la façon dont ils peuvent travailler à l'intérieur de leur parti. Et à partir du moment où est-ce que, par exemple, on vient dans un parti ultra contrôlant, où est-ce qu'on dit que les députés ont peu de pouvoir, bien, ça devient moins intéressant aussi. Oui, exactement. Le temps passe très vite, Mme Moore. M. Trudeau et son équipe se sont rendus en Chine dernièrement, au début du mois de septembre. On parle d'une 60aine d'ententes commerciales qui ont été conclues avec la Chine, des retombées de 1,2 milliard qui devraient créer plus de 800 emplois. Il y a des voyages qui sont plus payants que d'autres. Oui, mais c'est sûr que la Chine est très intéressée par le Canada. Puis ça, c'est du Made in China, là, il y en a partout ici. C'est pas compliqué. Oui, mais aussi au niveau de nos ressources naturelles, bon, eux, avec leur population qui croît sans cesse, ils savent que des ressources, ils vont en avoir besoin. Donc, c'est sûr qu'ils sont très intéressés à investir au Canada et à avoir des partenariats commerciaux. C'est extrêmement intéressant, mais il faut être prudent quelquefois, je pense, dans nos ententes pour, si on peut dire, être capable de garder le contrôle sur nos propres ressources aussi. Voilà. Je pense que ça, c'est une question importante à ne pas perdre de vue. À peine une minute, Mme Moore. Je sais que c'est un dossier qui vous tient à cœur. Sensibilisation pour l'agriculture de proximité, c'est primordial. Il faut. C'est une base. Je pense qu'il faut... On vit actuellement dans un non-sens où est-ce qu'on consomme des produits qui, quelquefois, ont traversé un océan au complet alors qu'on est capable d'avoir le même produit à côté de chez nous. C'est la base. Oui. Moi, je ne veux pas manger de la vache qui vient de la Nouvelle-Zélande quand je suis capable d'en avoir dans ma cour à côté. C'est un non-sens au niveau environnemental, c'est un non-sens au niveau économique. Il faut arrêter ces non-sens-là. Et puis, vous avez sorti aussi qu'il y avait un gaspillage alimentaire d'environ 15 % du panier d'épicerie. Ça, c'est excessivement important, ça. Oui, il faut gaspiller moins. Bien, c'est toute la question de la consommation qui doit être revue. Et de revoir notre manière de consommer, éviter de consommer inutilement et mieux partager les ressources qu'on a réutiliser. Puis on les a chez nous, en plus de ça. Madame Moore, merci infiniment. C'était très intéressant, comme toujours. Puis bonne rentrée parlementaire. Bien, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Madame Moore. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission de On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.